Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Chaque légion comprend 300 cavaliers. Ce nombre est fixe et invariable. Afin de garantir l'égalité de la force de combat de chaque légion, lors de la formation des légions, les 4 districts administratifs alignent les personnes devant effectuer leur service militaire en 4 files. Chaque file fait sortir 4 personnes, soit 16 au total. La première légion emmène d'abord ses 16 personnes, puis la deuxième légion prend le groupe suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 légions aient chacune emmené un groupe. Lors du tour suivant, on commence par la deuxième légion. On procède ainsi jusqu'à ce que chaque légion atteigne le nombre réglementaire de 4500 hommes, les personnes restantes étant gardées comme réservistes. Une fois la formation des légions romaines terminée, les 2 consuls demandent à chaque État allié d'envoyer des troupes. Chaque État allié fournit environ 5000 soldats par légion, si bien qu'en ajoutant les troupes alliées, l'effectif d'une légion romaine atteint environ 10 000 hommes. Selon les statistiques de l'historien romain Tite Live, en 255 avec JC, Rome comptait 280 000 hommes aptes au service militaire, tandis que l'ensemble des États alliés en comptait 600 000. Ainsi, si Rome devait affronter chacun de ses alliés individuellement, elle disposerait d'un avantage écrasant rien qu'en termes d'effectifs. La structure des légions romaines ressemblait à celle de la Grèce antique. Les plus pauvres étaient intégrés dans l'infanterie légère, qui servait généralement de troupes de guérilla, tandis que les plus aisés rejoignaient l'infanterie lourde. Dans les tactiques conventionnelles, l'infanterie lourde était divisée en 3 rangs. Le premier rang était composé des plus jeunes, manquant d'expérience et donc placés à l'avant comme chair à canon. La deuxième ligne était composée d'hommes de 30 à 40 ans. Ils avaient de l'expérience au combat et une bonne condition physique, ce qui faisait d'eux le noyau de la légion romaine. Lorsque la ligne de front était percée par l'ennemi, c'était à eux d'empêcher la déroute. La troisième ligne était composée de vétérans de 40 à 45 ans. Bien qu'ils soient expérimentés, leur endurance était moindre. C'est pourquoi ils étaient chargés de l'arrière-garde de la légion romaine. La légion romaine imposait des exigences strictes dans tous les domaines. La formation lors des marches, l'espacement des tentes à l'installation du camp, l'ordre des tours de garde nocturne et même le démontage des tentes et le chargement des bagages devaient être réalisés en 2 étapes uniformes. Cette gestion permettait à la légion de remplacer tous ses effectifs chaque année sans en être affectée. En 263 avant JC, les 2 nouveaux consuls menèrent 4 légions pour remplacer Claudius, ce qui signifie que les effectifs étaient 2 fois supérieurs à ceux de l'année précédente. Il est à noter que l'un des consuls était un samnite. Ce peuple avait autrefois été l'ennemi juré de Rome. Les 2 camps s'étaient affrontés pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que les Samnites finissent par être vaincus par Rome. Non seulement Rome accorda la citoyenneté aux Samnites, mais 20 ans plus tard, elle élut même un Samnite au poste de consul, c'est-à-dire au rang de plus haut dirigeant romain. Hiéron, le roi de Syracuse, était un homme pragmatique. Il ne pensait pas pouvoir résister aux 4 légions romaines, et demanda donc à négocier avec les 2 nouveaux consuls. Les conditions de la négociation furent proposées par la partie romaine. Les 2 consuls présentèrent des conditions particulièrement généreuses. Premièrement, les 2 pays formeraient une alliance de 15 ans, le traité pouvant être renouvelé si aucune des 2 parties n'y voyait d'objection. Deuxièmement, Rome respecterait l'autonomie de Syracuse. Troisièmement, Syracuse devrait vendre son blé à Rome. Quatrièmement, Syracuse n'aurait pas l'obligation de fournir des soldats à l'alliance romaine. Cinquièmement, Syracuse paierait 100 talents en guise de réparation de guerre. Et ce montant serait réglé sur 15 ans. En réalité, cette indemnité de guerre n'était qu'un geste symbolique. Le roi Hiéron de Syracuse en fut profondément touché et, durant toute sa vie, il ne trahit jamais Rome. Même lorsque Rome se trouva en difficulté, Hiéron continua de lui apporter un soutien total. À présent, Rome avait déjà intégré toute la partie orientale de la Sicile dans sa sphère d'influence. Sous la pression croissante à l'ouest, Carthage dépêcha alors une puissante armée de plus de 40 000 hommes, par mer et par terre, afin d'affronter Rome pour le contrôle de la Sicile. C'est ainsi que la guerre punique éclata à grande échelle. Une épidémie à grande échelle. Les Carthaginois se vantaient autrefois en disant que sans leur permission, même les Romains n'avaient pas le droit de se laver les mains dans la mer. Cela montre à quel point les Carthaginois avaient confiance en leur puissance maritime. Rome et Carthage avaient signé 2 traités inégaux, dont le contenu principal était le suivant. Carthage pouvait naviguer librement sur toutes les mers et commercer dans n'importe quel port, tandis que les navires de Rome et de ses alliés étaient limités à une zone d'activité très restreinte. Quant aux autres ports, non seulement ils ne pouvaient pas y commercer, mais ils n'avaient même pas le droit d'y accoster pour s'abriter des tempêtes. Mais cela s'est passé avant les guerres puniques. Lors de la première guerre punique, Rome a rapidement fait payer à Carthage le prix de son arrogance passée. La première guerre punique a commencé en 264 avant JC et s'est terminée en 241 avant JC. Dès la 2e année, Rome contrôlait déjà la moitié orientale de la Sicile et le Sénat pensait alors que la Sicile pouvait désormais dormir sur ses 2 oreilles. Mais à la surprise générale, dès la 3e année, Carthage a débarqué 40 000 soldats en Sicile. Lorsque le Sénat l'a appris, il a rapidement envoyé à nouveau 4 légions en Sicile, dirigées par 2 consuls.
consuls. Mais ces deux consuls se sont révélés incompétents. Les vivres de l'armée ont été pillés par les Carthaginois. Heureusement, Syracuse est venu aider à temps. Sinon, les légions romaines auraient été vaincues tôt à cause du manque de ravitaillement. Par hasard, le commandant carthaginois était aussi incompétent. Voyant la situation tourner à l'avantage de Rome, il a profité de la nuit pour fuir, d'Agrigente jusqu'à Marsala, à l'ouest. Privé de garnison, Agrigente a alors subi le pire. Après l'entrée des troupes romaines, ce fut pillage, massacre, incendie et 25 000 personnes réduites en esclavage. Les citoyens bienveillants de Syracuse ont racheté la plupart des esclaves à crédit, puis les ont laissés retourner à Agrigente. Au déclenchement de la guerre punique, Agrigente n'était déjà plus à son apogée, mais sa population atteignait encore 50 000 habitants. Et aujourd'hui, la ville reste célèbre dans le monde entier pour ses vestiges de temples. En réalité, la majeure partie de la Sicile était constituée de colonies grecques. La Grèce a subi des destructions bien plus graves, si bien qu'il reste aujourd'hui plus de vestiges en Sicile que sur le continent grec. De nombreuses cités-États de Sicile hésitaient sur leur allégeance, ne sachant pas s'il fallait choisir Rome ou Carthage, mais après avoir vu la brutalité romaine, elles se sont toutes rangées du côté de Carthage. À présent, la guerre s'est enlisée. Agrigente appartenait à l'origine à la sphère d'influence de Carthage, si bien que Rome n'a plus de voie de repli. Cette guerre ne pourra se terminer que lorsqu'un des deux camps aura établi une domination totale sur la Sicile. L'année suivante, Rome a de nouveau envoyé 4 légions en Sicile. Cette année-là, les légions romaines avancèrent à une vitesse fulgurante, conquérant sans cesse des villes de l'intérieur de la Sicile, mais sans jamais ébranler les cités côtières carthaginoises. À présent, les Romains ont enfin compris que les villes côtières de Sicile pouvaient recevoir un approvisionnement ininterrompu depuis l'Afrique. Sans la maîtrise de la mer, Rome ne pourrait jamais gagner cette guerre. Mais Rome ne possédait même pas un seul navire. Comment pouvait-elle rivaliser avec Carthage, une puissance maritime? C'est pourquoi les Romains se sont retroussés les manches et ont commencé à construire des navires. Faute d'expérience, ils démontèrent les navires de guerre carthaginois capturés, puis les copiaient en s'inspirant de leurs modèles. À l'époque, les Grecs utilisaient des navires de guerre appelés trirèmes, ce qui signifie qu'ils étaient équipés de 3 rangées de rameurs. Ce type de navire nécessitait 100 rameurs et pouvait également embarquer 100 soldats. Quant aux Carthaginois, leurs navires de guerre s'appelaient quinquérèmes. Ces navires possédaient 5 rangées de rameurs, comptaient 300 rameurs et pouvaient aussi transporter 300 soldats. Carthage possédait 120 quinquérèmes, ce qui signifie que la puissance navale carthaginoise dépassait 70 000 hommes. Bien que les alliés de Rome disposaient également de navires, il ne s'agissait que de trirèmes de style grec. À présent, Rome devait construire ses propres quinquérèmes pour pouvoir rivaliser avec Carthage. Les Romains étaient très assidus. Ils ont construit les navires et ont également formé les rameurs avec beaucoup d'efforts. Bien sûr, tout cela a été possible grâce à l'aide des alliés côtiers. Au printemps de la 2e année, la flotte romaine était enfin impatiente de prendre la mer. C'est ainsi que la première marine romaine, composée de 100 navires de guerre de type quinquérème et de 200 trirèmes, a vu le jour. Le commandement de cette marine fut confié à Cnéus, qui était aussi le grand-père du célèbre Scipion l'Africain, le général qui vainquit plus tard Hannibal. C'était la première fois que Cnéus occupait le poste de commandant de la marine. Mais à vrai dire, à Rome, peu importe qui était nommé à la tête de la marine, c'était forcément une première pour tout le monde. L'autre consul, Duilius, qui descendait du continent, était déjà arrivé sain et sauf en Sicile, tandis que la flotte commandée par Cnéus avançait très lentement, incapable de coordonner ses mouvements. Malgré cela, Cnéus, qui était en tête, décida tout de même de prendre les devants et de mener 17 navires de guerre à l'assaut de l'île de Lipari. Bien que cette île soit petite, la conquérir permettrait d'assurer une route maritime sans obstacle de Rome à la Sicile. Malheureusement, la première bataille navale de Cnéus allait se solder par un échec total, sans espoir de retour. Rome était assurément une puissance née sur la terre ferme, mais lors des batailles navales de la guerre punique, elle réussit pourtant à infliger de lourdes défaites à Carthage, la grande puissance maritime. Tout cela grâce à l'invention géniale des Romains, le pont Corbeau, ainsi qu'à leur manière de combattre peu orthodoxe. En 260 avant JC, soit la 5e année du déclenchement de la première guerre punique, le consul romain Cnaeus, qui faisait ses débuts en mer, décida de mener 17 navires de guerre pour attaquer l'île de Lipari en premier. Il suffisait de contrôler cette petite île pour que la route maritime reliant la péninsule italienne à la Sicile soit totalement dégagée. Mais Carthage, grande puissance maritime, comprenait encore mieux que Rome l'importance stratégique de cette île, et dépêcha donc immédiatement 20 navires de guerre pour reprendre Lipari. Lorsque les Romains se réveillèrent, ils découvrirent qu'ils étaient déjà bloqués dans le port par les navires ennemis. Une partie des soldats romains parvint à s'enfuir dans les montagnes, mais tous les autres, y compris le consul, furent capturés. Gnaeus devint ainsi le consul fait prisonnier avant même le début des combats. Ce n'est que plus tard, lors d'un échange de prisonniers entre les deux camps, qu'il put retourner à Rome. Heureusement, Rome n'a jamais puni les généraux vaincus, et quelques années plus tard, il fut de nouveau élu consul, revenant sur le champ de bataille de Sicile, avec la honte d'autrefois. Après la capture de Gnaeus, les navires restants arrivèrent tous sains et saufs au port de Messine. Le commandement de la marine fut alors confié à un autre consul, Duilius, qui était déjà responsable de l'armée de terre. Duilius savait très bien que, même s'il disposait de navires de guerre de type panthère comme Carthage, il n'avait aucune expérience du combat naval.
Il eut alors une idée, installer un nouvel équipement sur les navires de guerre romains, que les soldats appelaient le pont Corbeau. Il s'agissait de fixer une passerelle à un mât, situé près de la proue du navire. À l'extrémité de cette passerelle, se trouvaient 2 crochets en fer en forme de bec de corbeau. Lorsque la proue de leur navire approchait celle de l'ennemi, ils détachèrent la corde retenant la passerelle, qui tombait alors sur le pont du navire adverse. Par inertie, les crochets s'enfoncèrent dans le pont ennemi, permettant ainsi aux soldats romains de traverser le pont Corbeau pour attaquer le navire ennemi. De plus, ce type de passerelle pouvait même pivoter, ce qui permettait de l'utiliser efficacement dès que l'on parvenait à s'approcher du navire ennemi. Le développement de cet équipement montrait que les Romains doutèrent de leur capacité à manœuvrer des navires. Ainsi, ils transformaient une bataille navale, où ils n'étaient pas experts, en combat terrestre, leur spécialité, mettant en avant leurs forces et évitant leurs faiblesses. Alors une question se pose, pourquoi les grandes puissances maritimes n'ont-elles pas inventé ce genre d'équipement? Tout d'abord, ils avaient une grande confiance dans leur maîtrise des navires et, grâce à la maniabilité de leurs bateaux, ils pouvaient changer de formation en mer à volonté, allant même jusqu'à priver les navires ennemis de leur mobilité et les pousser à se heurter entre eux. Les grandes puissances maritimes tenaient à l'esthétique de leurs navires. Pour elles, installer un pont-levis en forme de corbeau sur un bateau manquait de respect envers la mer et les navires. Mais les Romains n'ont jamais été des enfants de la mer, alors ils se souciaient encore moins de l'apparence de leurs navires. C'est ainsi que la bataille navale de Mylae éclata lors de la première guerre punique. Ce fut également la première confrontation officielle entre les 2 camps en mer. Carthage non seulement possédait une grande expérience de la navigation, mais disposait aussi de bien plus de navires que Rome. Les 2 camps se faisaient face en mer, et même un profane pouvait voir que les navires carthaginois étaient en formation serrée, tandis que les navires romains étaient en désordre, incapables même de s'aligner en ligne droite. Cette scène provoqua les moqueries des soldats carthaginois. La distance entre les 2 armées se réduisait, et en apercevant l'équipement disgracieux sur le mât des navires romains, les soldats carthaginois éclatèrent de rire. Mais l'action suivante des Romains fit aussitôt disparaître leur sourire, remplacé par la peur et le désespoir, car les navires romains fonçaient droit sur eux, sans se soucier du risque de briser leur proue. Ensuite, les passerelles Corbeau tombèrent les unes après les autres dans un fracas assourdissant, puis les soldats romains se ruèrent à l'assaut. Ces soldats constituaient le noyau des légions romaines, l'infanterie lourde. Quant aux soldats carthaginois, ils n'étaient que des mercenaires de bouillon. Comment auraient-ils pu rivaliser avec les légions romaines? Aussi habiles que soient les Carthaginois à la rame, cela ne servait plus à rien à ce moment-là. Le résultat fut que Carthage perdit plus de 40 navires de guerre, plus de 3000 hommes furent tués et plus de 7000 capturés, tandis que les pertes romaines étaient négligeables. Au cours des 2 années suivantes, aucun grand affrontement n'eut lieu. La guerre entre Rome et Carthage semblait toucher à sa fin, mais Rome ne s'arrêta pas pour autant. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 257 avant JGC, Rome non seulement fit avancer le front, mais élargit aussi l'ampleur des combats. Le résultat fut, une fois de plus, une victoire romaine. Cette fois, les Romains se sont vraiment redressés. Ces 2 victoires ont donné aux Romains l'impression d'être déjà une puissance maritime, si bien que tous les ports commencèrent à construire des navires de guerre jour et nuit pour attaquer l'Afrique l'année suivante et détruire le bastion carthaginois. Quant à Carthage, pour défendre l'honneur de sa suprématie maritime, il était hors de question de laisser un soldat romain poser le pied sur le sol africain. Elle se mit donc aussi à construire rapidement des navires. Au printemps 256 avec JC, les 230 nouveaux navires de guerre romains furent mis à l'eau, tandis que Carthage lança aussi 250 navires sur la mer. Autant de navires de guerre n'avaient jamais été engagés dans une même zone maritime. C'était du jamais vu dans l'histoire des batailles navales de la Méditerranée. C'était la 3e bataille navale entre Rome et Carthage. Les navires de guerre carthaginois étaient alignés en 3 groupes, gauche, centre et droite, tandis que les navires romains formaient un cône. Les flancs du cône étaient la première et la deuxième flotte. La flotte de transport était au centre, et la 3e flotte fermait l'arrière. Dès le début du combat, les première et deuxième flottes romaines attaquèrent le centre carthaginois, tandis que les ailes gauche et droite de Carthage attaquèrent les navires de transport romains, et la 3e flotte à l'arrière. Ainsi, le champ de bataille fut divisé en 3 parties. Cette situation avait été prévue par Carthage, mais ils avaient à sous-estimer la puissance de combat des premières et deuxième flottes romaines. Bien que les ailes gauche et droite de Carthage aient eu un net avantage, le centre fut rapidement mis en déroute par les Romains. Les premières et deuxième flottes romaines ne poursuivirent pas l'ennemi, mais firent demi-tour pour venir en aide à leurs navires de transport et à la 3e flotte. L'aile droite de Carthage, se trouvant en haute mer, parvint à s'échapper de justesse, tandis que l'aile gauche, proche de la côte, fut complètement encerclée par la flotte romaine et anéantie. Les Carthaginois savèrent très bien que les Romains allèrent de bientôt attaquer le continent africain. C'est pourquoi les navires de guerre restants se sont alignés en formation sur la mer, devant la capitale carthaginoise, prêts à livrer une bataille navale décisive contre Rome. Mais les Romains n'étaient pas avides de combats navals. Ils contournèrent la capitale carthaginoise et débarquèrent dans la baie de Clupea, à l'est, établissant cet endroit comme leur base en Afrique. Avec le soutien venu de Sicile, Rome, après avoir débarqué dans la baie de Clupea, Rome a soumis de nombreuses villes environnantes. Le fruit de cette victoire fut que plus de 20 000 prisonniers furent envoyés à Rome. Rome était très optimiste quant à la situation en Afrique, si bien qu'elle a rapatrié la moitié
moitié de ses troupes, car il était presque temps de remplacer les soldats. Le consul Régulus, qui resta en Afrique pour passer l'hiver, savait très bien que l'année suivante, un nouveau consul viendrait le remplacer et que le mérite de la prise de Carthage lui serait ravi. C'est pourquoi il voulait s'emparer de Carthage avec les seulement 15 000 hommes qui lui restaient. Pour réaliser ses grandes ambitions, Régulus a déplacé son camp directement à Tunis, qui se trouve à 2 pas de Carthage. Cette fois, les Carthaginois étaient vraiment paniqués. Ils ont proposé d'entamer des négociations de paix, mais Régulus n'a montré aucune sincérité. Non seulement il exigeait que Carthage se retire complètement de Sicile, mais il voulait aussi qu'ils dissolvent leur marine et remettent tous leurs navires à Rome. La moitié de la population carthaginoise vivait du transport maritime. Ils ont donc catégoriquement rejeté les exigences de Rome. Désormais, ils ne pouvaient que se préparer à la guerre pour le printemps suivant. Carthage engagea Xantippe comme chef des mercenaires, un Spartiate doté d'une grande expérience du combat. Carthage avait une tradition. Les soldats et les officiers subalternes étaient des mercenaires, mais le commandement suprême restait entre les mains de l'aristocratie carthaginoise. Xantippe inspecta l'armée carthaginoise et déclara qu'avec une telle troupe, il craignait de périr avec ses hommes avant même d'avoir touché sa solde. Il affirma que si Carthage avait subi défaite sur défaite face à Rome, ce n'était pas la faute des soldats, mais bien la responsabilité des commandants. En entendant une telle évaluation, l'orgueil des nobles carthaginois en fut profondément blessé, si bien qu'ils s'emportèrent et dirent à Xantippe: « Si tu es si capable, alors prends la tête. » Ainsi, Xantippe devint exceptionnellement le commandant suprême. Le printemps arrivant plus tôt en Afrique que sur la péninsule italienne, Régulus dut affronter Carthage avant même que les renforts n'aient eu le temps d'arriver. Carthage disposait de 12 000 fantassins et de 4 000 cavaliers. Mais surtout, elle possédait 100 éléphants. De son côté, Régulus n'avait que 10 000 fantassins lourdement armés et 500 cavaliers. Il était donc déjà désavantagé en nombre, et Régulus était un commandant très intègre. Il refusa d'utiliser des tactiques surprenantes pour contrer les éléphants et mena son armée de front contre eux. Le résultat fut une défaite écrasante. Plus de 8 000 cadavres romains jonchèrent le champ de bataille et plus de 500 personnes, dont le consul Régulus lui-même, furent capturées. Seuls un peu plus de 2 000 soldats réussirent à s'enfuir et à regagner la base de la baie de Clupea. Les 2 nouveaux consuls, informés de la situation, décidèrent de poursuivre leur route vers l'Afrique, car ils ne pouvaient pas abandonner les soldats sur place. Carthage prévoyait d'intercepter les 2 consuls. Ainsi, la 4e bataille navale entre les 2 camps éclata. Carthage se vantait de posséder la plus puissante flotte de la Méditerranée, mais elle fut battue à plate couture par les Romains, qui venaient à peine d'apprendre à ramer. Après 4 batailles navales consécutives, Carthage n'en avait remporté aucune, ce qui amena les Romains à croire qu'ils avaient déjà remplacé Carthage en tant que puissance maritime dominante. Mais la mer n'était pas d'accord, et s'empressa de donner une leçon aux Romains, leur rappelant qu'il fallait rester humble. La 10e année du déclenchement de la première guerre punique, les 2 nouveaux consuls décidèrent de se rendre en Afrique pour ramener les soldats survivants. Cette décision signifiait que les Romains reconnaissaient déjà leur échec militaire en Afrique. Mais en chemin, ils furent interceptés par la flotte carthaginoise, provoquant la 4e bataille navale entre les 2 camps. Rome gagna encore. Il est possible qu'après le déclin de la Grèce, Carthage n'ait plus eu de véritable rival en mer. Bien qu'ils manœuvraient habilement leurs navires, ils manquaient d'expérience au combat, ce qui fit qu'ils furent continuellement battus par Rome. Après avoir remporté la 4e bataille navale, les 2 consuls romains ramenèrent les survivants d'Afrique en Sicile, mais ils ne s'attendèrent pas du tout à être frappés par une tempête dévastatrice. C'est là que la mer posa un véritable défi aux Romains. Beaucoup de marins romains venaient des États alliés situés sur la côte. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.